Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour le 20 de la télévision du Burkina. Voici les titres qui seront développés pour vous dans cette édition. Le Centre pour la gouvernance démocratique ouvre le débat sur la pertinence de la création d'un Sénat au Burkina Faso. Les acteurs politiques ont été conviés à une discussion autour de la question. Nous parlerons également dans ce journal de la tournée du Premier ministre au Sahel. Luc Adolphe Thiaw a fait escale à Seba et à Tambiri où il a visité des infrastructures sanitaires et routières et relevé les préoccupations de développement dans le Yaga. Et puis un dimanche de violence en Tanzanie où un attentat dans une église à Arusha a fait 2 morts et de nombreux blessés. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué. Bienvenue à tous à ce journal et merci de votre attention. Retour donc sur la tournée du Premier ministre au Sahel. Luc Adolphe Thiaw a visité des infrastructures sanitaires et routières à Tambiri. Un autre moment important de cette sortie a consisté à un échange à bâton rompu avec les forces vives de la province, ce qui a permis au chef du gouvernement burkinabé de noter toutes les préoccupations de développement. Le point avec Jean Zongo, Alassane Sawadogo et Viviane Tiendrebego. De notre pays en ce moment. Sans éducation, il n'y a pas de développement. Et donc... Le Premier ministre n'est pas allé les mains vides à Seba. Il y avait dans ses affaires 8 motos pour les enseignants les plus méritants de la province du Yaga. C'est l'une des zones où les enfants sont le moins scolarisés au Burkina Faso, environ 41%. Il faut qu'il y ait une véritable action pour faire en sorte que les enfants aillent à l'école. Qu'on évite surtout ce qu'on appelle ici les mariages précoces. C'est incroyable le taux des enfants mariés qui sont les élèves qui sont au CE1, CE2, CM1 ou CM2. Je crois que ça me paraît une pratique rétrograde arriérée. Même le centre de formation professionnelle de l'action sociale est très faiblement fréquenté. Certains accusent pour se justifier le délabrement de l'infrastructure et d'autres la faible couverture de Seba en électricité. Ce qui est sûr, c'est que les 305 abonnés utilisent l'énergie que leur fournit leur coopérative 5 heures par jour. La situation devrait changer d'ici peu avec le projet électricité pour le Sahel. Le projet en question va amener à augmenter la capacité de production de la centrale ici en ajoutant des groupes de production thermique mais également du solaire. Il y aura ce que nous appelons une unité de production hybride qui inclut donc et le solaire et le thermique. En attendant, ce sont les patients du CMA de Seba qui souffrent le plus. La structure a un rayon d'action de plus de 12 km contre 7 au niveau national. Mais ce qui inquiète le plus, c'est l'état des infrastructures que le Premier ministre a visité. Ce CMA construit en 2001, vous l'avez vu, il ne peut plus tenir 5 ans. Il faut totalement raser ces bâtiments et le faire. Donc il y a urgence de ce côté pour que nous puissions vraiment voir comment faire face à cette situation. Pour toutes les localités dont les malades veulent se faire soigner, le principal problème reste l'accessibilité du CMA de Seba et ce ne sont pas les populations de Mansilla et de Solhan qui diront le contraire. Le radier de Tambiri qu'ils doivent traverser est impraticable. Nous ne voulons pas reconstruire un radier parce qu'un radier est un ouvrage de franchissement temporel. Ce que nous voulons, c'est faire un ouvrage de franchissement permanent qui permette d'éviter vraiment qu'il y ait des noyades de population par temps de pluie, qui permette d'éviter qu'il y ait des coupures de traversée par temps de pluie. Donc c'est un dalou que nous allons réaliser assez grand qui permettra vraiment de mettre la route hors d'eau, quelle que soit la saison. Parler de coûts élevés, c'était de l'ordre de combien? C'était autour de 1,5 milliard. En attendant, les populations ont demandé 4 pirogues au Premier ministre. Il y a beaucoup de cours d'eau dans le Yaga, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'eau potable y est rare. Les femmes n'ont pas manqué de le dire au chef du gouvernement. Nous faisons plus de 2 km pour avoir l'eau. Et ici, quand ton enfant est malade, il faut attendre la pirogue pour pouvoir traverser et l'amener à l'hôpital. La situation du Yaga interpelle un programme d'action d'urgence. Il faut que les autres régions le comprennent. Alors donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais je dis, sur la base de ce que j'ai vu, j'ai constaté, il y a problème. Donc, il faut que nous puissions trouver des solutions
qui soit également aussi qui répondent aux attentes de la population. C'est la première fois quand même qu'un Premier ministre nous dit « Bon, je viens chez vous » et que la réaction est rapide. Il nous l'a promis, il est arrivé, il a visité un peu quelques infrastructures. Il y a un réel motif donc de satisfaction et nous espérons que ce qui a été promis se réalisera. L'autre question récurrente à Seba, c'est l'accès aux images et aux sons de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Pour voir les images du Burkina, nous les achetons, ce qui n'est pas normal. La RTB envisage des solutions pour remédier à la situation. À Seba, le Premier ministre n'a pas fait de promesses, mais il a interpellé les autorités communales sur leurs responsabilités quant à la gestion de certains aspects de la vie socio-économique des populations. À Ouagadougou, les parlementaires ayant le français en partage réfléchissent depuis ce matin sur la question de l'éducation pour tous, de la pandémie du sida et de l'usage de la langue française, entre autres des sujets relatifs aux engagements et résolutions de la francophonie, avec en ligne de mire la prochaine session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie prévue se tenir en juillet prochain. Des précisions avec Sougrinoma Ibrahim Digma. Président de l'Assemblée nationale, mais aussi président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Sungalo Apollinaire Ouattara accueille les députés du bras législatif de la francophonie. En réunion ici à Ouagadougou, la commission éducation, communication et affaires culturelles de l'Assemblée parlementaire de la francophonie va plancher sur des thèmes fondamentaux pour l'avenir de l'espace francophone. Les différents membres présents seront invités à apporter leur contribution, à apporter leurs idées pour que l'on puisse ensemble discuter de divers thèmes, d'éducation, de questions liées à la lutte contre le VIH. Ces députés se donnent 48 heures pour passer au peigne fin l'ensemble des points de réflexion. Les échanges et les partages d'expériences à Ouagadougou serviront à mieux préparer la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, prévue pour se tenir en juillet prochain en République de Côte d'Ivoire. Voilà ce communiqué pour poursuivre à l'occasion de la tenue de la 12e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles CNLS-IST, placé sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de FASO, Président du Conseil des ministres, Président du CNLS-IST. La Direction générale du protocole d'État convie les membres du CNLS-IST, les personnes ressources et invitées le mardi 7 mai 2013 à partir de 8h. Leur limite est fixée à 8h30, signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Youbari. Et puis le chef de file de l'opposition politique chez le président de l'Assemblée nationale, une délégation conduite par Zéphirin Diabré a rendu cet après-midi une visite de courtoisie au chef du Parlement, une occasion d'échanger sur la vie des deux institutions dans le sens de l'approfondissement de la démocratie. Zéphirin Diabré à sa sortie d'audience au micro de Sylvain Vebamba. C'était une visite de courtoisie conduite auprès de lui par une délégation donc chef de file de l'opposition. Et comme toute visite de courtoisie, elle a servi à mettre sur rail les bases et les prémices d'une collaboration que nous souhaitons excellente entre l'Assemblée nationale, notamment son président et le chef de file de l'opposition. C'est l'occasion pour moi déjà, au nom de l'opposition, de nous féliciter de l'esprit républicain avec lequel le président de l'Assemblée nationale conduit la charge qui lui a été confiée. Et l'occasion était belle pour nous de rassurer notre disponibilité pleine et entière en tant qu'opposant, un composant essentiel dans le jeu démocratique, à faire en sorte que nos rapports soient empreints d'un esprit républicain pour le bien du pays.
Nous restons à l'Assemblée nationale où la loi portant organisation et fonctionnement du Sénat est en examen. Une loi qui, une fois adoptée, va consacrer la création de la seconde chambre du Parlement. Mais déjà, le Centre pour la gouvernance démocratique lance le débat sur la pertinence du Sénat, un moment d'analyse critique qui a réuni différents acteurs politiques à Ouagadougou. Jacques Lamissa Tarpaga. L'analyse critique du projet de loi sur le Sénat fait ressortir des insuffisances organisationnelles selon le Centre pour la gouvernance démocratique. Des 91 membres prévus, 31 seront nommés par le président du FASO. La représentation des collectivités territoriales est de 43%, un faible taux a-t-on estimé. Aussi, le sénateur devra avoir 45 ans au moins et être de bonne moralité. Sur le plan fonctionnel, l'Assemblée nationale prend le dessus sur le Sénat. Le débat a permis de dégager des pour et des contre. La création du Sénat ne répond à aucune réalité sociologique de notre pays. C'est du mimétisme inutile. Le contexte burkinabé ne sied pas à ce que nous ayons aujourd'hui une deuxième chambre appelée Sénat, parce que ce n'est pas pour réguler quoi que ce soit. Nous avons déjà un conseil économique et social. Nous disons que le Sénat coûte au bas mot 6 milliards de francs CFA par an aux contribuables burkinabés. La question n'est plus au niveau de la création du Sénat. Ça, c'est constitutionnel. C'est conféré par l'article 78 de la Constitution. Maintenant, la question actuellement, c'est le mode de fonctionnement et la composition, où on peut recueillir quand même l'avis des acteurs pour prendre la décision juste, pour voter une loi juste. Pour le CGD, l'idée de ces échanges est de donner la parole à chaque acteur en vue d'alimenter le débat démocratique. Et le constitutionnaliste Augustin Loada pense que le Sénat est de trop parmi les institutions démocratiques existantes. Si on veut renforcer la démocratie, puisque c'est le discours officiel, il y a d'autres priorités, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une panoplie d'institutions au Burkina Faso, parmi lesquelles on peut compter le CES, l'Assemblée nationale elle-même, les partis politiques sont aussi des institutions démocratiques. Il faut veiller à ce que ces institutions qui existent déjà fonctionnent efficacement au lieu de créer de nouvelles institutions. Tout compte fait, le projet de loi portant organisation et fonctionnement du Parlement instaurant ici un bicamérisme avec la mise en place du examen à l'Assemblée nationale. Le débat en plénière et le vote de la loi sont prévus pour le 21 mai prochain. Nous ouvrons le chapitre installation de maire de ce journal et nous nous rendons au sud-ouest où la gestion des affaires locales de la commune rurale de Loroupéni est confiée à Siebou Weltehnien pour les 5 ans à venir. Le nouveau maire issu du Congrès pour la démocratie et le progrès qui appelle à l'union et à la cohésion pour le développement de la cité des ruines. Il a reçu son écharpe le 27 avril dernier en présence de Draman Dadian. Un opérateur économique pour la destinée de la commune rurale de Loroupéni. Siebou Weltehnien est issu du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Premier adjoint au maire du conseil municipal précédent, il se dit bien imprégné des attentes de sa population. Les défis majeurs selon lui sont entre autres l'adduction d'eau potable, l'électrification de la cité des ruines, la réalisation des infrastructures éducatives, sanitaires et socio-économiques. Des projets dont la concrétisation nécessite l'adhésion de tous les acteurs à la base. En Afrique, on dit toujours que l'union fait la force. Et je compte sur toutes les filles et tous les fils de l'Europénie pour réussir mon projet de société. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai interpellé toutes et tous de taire aux différences. À monsieur le maire, j'ai dit dans mon discours qu'il faut qu'il soit proche de ses administrés. Il faut qu'il soit à leur écoute et il faut justement qu'il amène tous les fils et filles qui aujourd'hui qui ne sont pas là à être là aussi pour l'accompagner et dans sa mission. Du haut de la tribune, les représentants des jeunes, des femmes et des personnes du troisième âge, tous ont réitéré leur engagement à accompagner le nouveau conseil municipal, un conseil de 143 membres qui a reçu les bénédictions de Sa Majesté le roi Gand de Obiré, pour qui l'Europénie, sous orbite de l'UNESCO, mérite une gouvernance exemplaire à la hauteur de la notoriété de Sérine. Les reines de l'arrondissement 10 de Ouagadougou ont été confiées à Basile Kaboré, également du CDP. Son mandat, il le place sous le signe de l'amélioration du bien-être des populations dont il a la charge désormais, un engagement qu'il a pris le 4 mai dernier à Wayalguin, le témoignage de Pélagie Savadougou.
Écharpe nouée à la taille, clés en main, Ndaougen Basile Kabore est officiellement rentré dans ses fonctions ce samedi 4 avril 2013. Il est le tout premier maire de l'arrondissement 10 de Ouagadougou, un nouvel arrondissement regroupant les secteurs 41 à 45 avec une population de 219 374 habitants. Élu le 7 mars dernier, il va diriger un conseil municipal de 28 membres, dont 17 du CDP et 11 de l'UPC. La tâche, elle est énorme et le maire sollicite le concours de toutes les couches sociales de son arrondissement. Nous prenons l'engagement de remplir dignement notre mandat afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Car notre seule volonté ne suffit pas pour atteindre ces nombreux objectifs. C'est pourquoi la contribution de tous, en particulier des personnes ressources, dont regarde l'arrondissement, est fortement attendue. Il fait aussi appel au soutien des autorités administratives et politiques pour la réussite de son mandat. Je suis venu en même temps aussi pour leur dire que dans leur fonction de maire, ils doivent gérer dans la transparence, ils doivent avoir une gestion vertueuse, ils doivent avoir comme souci et comme préoccupation les intérêts des administrés et ils doivent gérer avec toute la rigueur dans l'intérêt de l'ensemble des Burkinabés, qui soient militants du Congrès pour la démocratie et le progrès ou qui soient d'autres partis. C'est une population fortement mobilisée qui est venue soutenir le bourgmestre, celui à qui elle a placé sa confiance pour l'avenir de la commune. Le Parti pour le progrès et le changement lui témoigne sa reconnaissance aux populations de l'arrondissement numéro 6 de Ouagadougou. Neuf postes de conseillers sur 25 remportés par l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, dans l'arrondissement numéro 6 de Ouagadougou. Et voici la direction du parti sur ses pas pour dire merci à son électorat. Cette rencontre rentre dans le cadre des remerciements que le parti a décidé d'organiser pour remercier l'ensemble des militants de la province de Kadiogo. Tour à tour, les différents représentants des vieux, jeunes et femmes ont pris la parole pour réaffirmer leurs engagements aux côtés du parti. La question de la création du Sénat n'est pas passée sous silence. Le représentant des jeunes, quand il est intervenu, il a posé la question que oui, il se trame qu'il y aurait la mise en place du Sénat et il souhaiterait avoir la position de l'UPC. Et la position de l'UPC, comme l'a affirmé le président, c'est que l'UPC n'est pas d'accord pour la mise en place d'une deuxième chambre. Zéphirin Diabré a invité les conseillers à se mettre au service de la population pour qu'à l'heure du bilan, la satisfaction soit au rendez-vous. Autre point de l'actualité, le mot d'ordre assainissement total porté par les leaders se concrétise tant bien que mal sur le terrain à travers le Burkina. Le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement a pris le train de ce défi en marche et s'engage à offrir des latrines aux populations de Somiaga, son village natal. Ernest Kambiri. Le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement parmi les siens. À Somianga, dans le Yatenga, Mamounata Belem est allé dire merci, offrir du matériel et faire une promesse. Il y a quelques latrines dans ce village, mais ce n'est pas suffisant. Et en tant que chef de département chargé des questions d'assainissement, pour moi, je me suis senti le devoir vraiment de, si la sensibilisation à faire, de commencer par mon village. Et c'est ainsi que je suis venu là ce soir. Et pour concrétiser, je me suis engagé à leur donner une latrine qui sera située au niveau de la maison des jeunes et une autre latrine qui sera située au niveau du lycée. Et c'est vraiment, j'ai invité mes frères et sœurs ressortissants de Somiaga à faire le geste.
parce qu'il faut un engagement de tous. Donc que tout le monde mette la main dans la pâte pour vraiment aider notre village à atteindre un assainissement vraiment adéquat. Donc c'est pour dire que d'une pierre deux coups, c'est l'objet un peu de ces réjouissances-là. Et à l'occasion, j'ai trouvé quelques céréales grâce aux dons de certains partenaires pour leur donner des céréales au village. Et aussi, on a pu acquérir 2 motopompes pour leur donner parce que c'est un village qui fait beaucoup de maraîchage. Cet engagement s'inscrit dans le cadre de l'assainissement total porté par des leaders. Mot d'ordre qui engage chaque leader à construire des latrines dans sa localité d'origine pour offrir un assainissement adéquat aux populations. La justice qui se veut proche des justiciables, c'est FADA qui a abrité les 3 et 4 mai dernier la 7e édition des journées portes ouvertes sur la justice, des journées sur fond de lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. Le retour sur les principales articulations de cette manifestation avec Drissa Seri. L'édition 2013 des journées portes ouvertes sur la justice a été organisée autour d'une problématique majeure et actuelle de notre société, la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. Une problématique qui interpelle fortement la région de l'Est, une région où l'insécurité sévit au quotidien. Ce phénomène-là à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du développement, ça nous met en retard, au niveau social aussi, ça fait des problèmes parce que ça fait des victimes qu'il faut gérer. Donc pour dire qu'en gros, en tout cas, c'est un phénomène qui nous préoccupe beaucoup dans la région. À l'occasion, le tribunal de grande instance de Fada a ouvert ses portes à la population. Au moment où on constate que la confiance entre population et justice s'érode, c'est une initiative qui vise à rapprocher davantage la justice des justiciables. Avec des moyens modestes, certes, le tribunal de grande instance de Fada assume ses responsabilités dans la lutte contre le grand banditisme. Pour preuve, en face, la maison d'arrêt de correction, avec ses 300 détenus, souffre d'une surpopulation carcérale. Les journées portes ouvertes donnent l'opportunité au personnel de sécurité de trouver des solutions à leurs problèmes. Les conditions, il faut travailler à diminuer d'abord la population carcérale, puisque c'est là que résident tous les problèmes. Ensuite, améliorer le repas pénal et augmenter la dotation en produits pharmaceutiques pour les malades, puisque souvent on a des problèmes pour les détenus qui tombent malades. Les produits qu'on nous donne ne suffisent pas pour couvrir l'année. Conscient de la pertinence des préoccupations évoquées, préoccupations d'ailleurs générales, le département de la justice a accordé une attention particulière aux doléances formulées. Pour une plus grande efficacité dans son action, la justice fait de la collaboration entre population, forces de police et de gendarmerie la clé du succès dans la lutte contre le grand banditisme. C'est pourquoi les acteurs ont été conviés à ce panel organisé autour de 2 communications. Une première communication centrée sur la doctrine et la théorie générale du droit et une seconde communication dont l'intérêt était pratique avec les résultats de terrain dans la lutte contre le grand banditisme à l'Est. Grâce à l'adoption de la loi 017 du 5 mai 2009, le tribunal de grande instance de Fada a pu juger 50 dossiers et prononcer des peines de condamnation allant de 5 à 20 ans d'emprisonnement et a réussi à mettre hors d'état de nuire une vingtaine de délinquants de grand chemin. Avant cette loi, c'était la croix et la bannière. Avant 2007, par rapport à cette période-là, il n'était pas facile justement d'exercer à Fada. Parce que le justiciable se dit, voilà les magistrats, ce sont eux qui libèrent les délinquants. Et on s'est évertué pour expliquer que, en fait, le tribunal de grande instance de Fada Ngourma, on n'a pas compétence de juger les grands bandits. Il fallait suivre donc la procédure et il faut absolument des assises criminelles. À son temps, on a essayé plus ou moins de nous approcher des autorités locales pour qu'ils transmettent quand même le message un peu plus haut pour montrer la nécessité justement de tenir des assises criminelles, surtout dans la région de l'Est. Et je pense que depuis 2 ans, le message semble être en tout cas entendu, parce qu'il y a eu 2 assises criminelles successives dans la région de Fada. L'éclairage apporté par chacun des communicateurs a permis à l'assistance d'approfondir 2 thématiques complémentaires. Vous avez éclairé notre lanterne en disant que la loi de 2009, en réalité, lorsqu'elle a été adoptée,
a changé totalement la donne en matière de lutte contre le grand banditisme, étant entendu que, compte tenu de la lourdeur des choses sur les procédures, faisant de sorte que les procédures criminelles relevaient tout simplement de la juridiction de la chambre criminelle, la cour d'appel de Ouagadougou, qui était très difficile à mettre en œuvre, cela avait rendu difficile, n'est-ce pas, vos actions sur le terrain, et que depuis cette loi, vous avez été plus opérationnel sur le terrain. Fort d'un soutien multiforme provenant à la fois des théoriciens et des praticiens, les acteurs n'entendent accorder aucun répit aux bandits de grand chemin sévissant dans la région de l'Est. C'est main dans la main qu'ils ont bouclé les circuits fermés de 1,5 km pour signifier aux malfrats qui sont désormais pris dans la nasse. À Ouagadougou, le système des Nations Unies passe en revue les projets et programmes onusiens exécutés, occasion pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de partager des expériences de bonnes pratiques pour une meilleure efficacité des interventions de l'ONU dans ces pays. Moumouni Soubega. Après Dakar en 2012, c'est au tour du Burkina de réunir le système des Nations Unies et les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour parler coopération. Il est question d'échanger sur les modalités d'exécution nationale des programmes et projets de coopération avec les agences du système des Nations Unies. C'est de partager les expériences, les difficultés vécues ça et là, et faire des recommandations qui vont remonter pour permettre d'harmoniser, d'améliorer et naturellement d'améliorer l'absorption des différents appuis qui sont faits à nos États. À Ouagadougou, ses partenaires comptent renforcer les acquis de leur coopération pour une meilleure mise en œuvre des programmes et projets en cours. Cet atelier vient renforcer en fait et réfléchir, nous aider à réfléchir sur la modalité que nous utilisons le plus dans notre coopération avec le Burkina Faso, c'est à savoir la modalité nationale. Elle a été conçue au début des années 90. Certes, il y a eu des ajustements, mais il y a également des changements et il est important de pouvoir continuer à l'ajuster pour qu'elle soit toujours la plus pertinente aux réalités actuelles. Le système des Nations Unies intervient au Burkina Faso depuis plus de 30 ans. Il contribue actuellement à l'atteinte des objectifs des 4 piliers de la SCAD et selon le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, il est nécessaire de veiller à la mise en œuvre effective des modalités d'exécution nationale des programmes et projets pour plus d'efficacité, de transparence et d'impact dans la conduite des opérations. Et le système des Nations Unies qui met à jour l'organisation de l'ONU et les questions internationales au profit des enseignants d'histoire et de géographie, des enseignants qui seront plus à l'aise dans leur mission auprès des élèves. Kadissa Nogo. Le Centre d'information des Nations Unies, SUNY, est parti du constat que dans le milieu de l'enseignement, il y a un problème d'accès aux données de base pour renforcer et consolider le contenu des enseignements. C'est pourquoi cette structure onusienne a initié cette session de formation au profit de 60 professeurs d'histoire-géographie des lycées et collèges de Ouagadougou. L'objectif, permettre à ces enseignants d'avoir des données et des informations pertinentes sur l'Organisation des Nations Unies et les questions internationales. Notre ambition, c'est de voir avec les enseignants, et notamment les professeurs d'histoire et géographie des établissements secondaires qui ont l'ONU au programme, comment les aider à renforcer le contenu de leurs enseignements en leur donnant des données qui permettent de mettre à jour le contenu de ces enseignements. Le fonctionnement même de l'ONU, comment l'organisation fonctionne, comment elle est structurée, autour de quoi l'organisation travaille, quels sont ses axes d'intervention. Et le plus important, ce sont les données, en fait, des données, je dirais, vraiment qui sont précises et évolutives. La bonne information, l'information assez exacte sur l'ONU aujourd'hui. Quelles sont les perspectives de modification de l'ONU? Parce qu'à l'actuel, à sa création jusqu'à aujourd'hui, les choses n'ont pas trop avancé. Et on se rend compte souvent qu'il y a les États grands, les 5 donc, arrivent à faire souvent un blocus à certain niveau. Et quelle perspective l'ONU a aujourd'hui, et c'est un peu cette d'information qui peut nous donner pour qu'on puisse vraiment être vraiment actifs sur le terrain avec nos élèves. À l'issue de cette formation, ces enseignants seront mieux outillés pour dispenser des cours sur l'ONU dans leurs établissements respectifs.
Le ministère de l'Agriculture veut plus de transparence dans la distribution des engrais et semences améliorées. Les acteurs agricoles ont été conviés à une rencontre d'information à Ouagadougou. Objectif, permettre aux producteurs de bénéficier effectivement ces engrais et cela, de bénéficier donc effectivement de ces engrais et cela de façon équitable. C'est Tanga Kafando qui nous en parle. Ce sont des chefs de projet, des producteurs, des partenaires financiers et techniques du monde agricole qui réfléchissent sur l'organisation du processus de distribution des intrants dans les différentes régions. Le présent atelier, qui réunit les acteurs du monde agricole, est une occasion pour formuler des propositions afin d'améliorer la productivité agricole. Pour nous, il s'agit aujourd'hui, dans une certaine mesure, de nous asseoir ensemble pour une opération qui a été lancée en situation d'urgence, de regarder comment nous pouvons voir les mécanismes qui sont en place afin d'améliorer certainement l'efficacité de ces interventions. Des problèmes liés au stockage, à la gestion et à la distribution ont été soulevés au cours de cette rencontre et pour résoudre ces questions, les participants ont souhaité l'implication du secteur privé dans le processus de distribution pour permettre aux producteurs d'acquérir à temps ces intrants. C'est vraiment impliquer le secteur privé dans la distribution des semences et des engrais et voir dans quelle mesure ce système privé peut continuer notamment à apporter de la plus-value en termes de facilité de mise à disposition des producteurs. Les producteurs attendent de cet atelier une prise de décision pour une distribution équitable des intrants. Cette année, l'appui de l'État est estimé à 13 000 tonnes d'engrais et 8 000 tonnes de semences améliorées, d'un montant global de près de 12 milliards de francs CFA. L'association SOS Don de Sang poursuit son programme d'installation des clubs 25, un club composé d'élèves des lycées du Burkina. Le concept de club 25 vise à amener les jeunes âgés de moins 17 ans de donner 25 fois leur sang avant d'atteindre leurs 25 ans. Donc à Kaya, 4 clubs ont été installés le 2 mai dernier. Jacques Lamissa Tarpaga. Ce sont des élèves des lycées de Kaya. Ils ont au moins 17 ans et ils s'engagent à donner leur sang 25 fois avant d'atteindre l'âge de 25 ans. Pour mieux s'impliquer dans cette action, les élèves sont organisés en club, dénommé Club 25, sous l'égide de l'association SOS 100. Particulièrement, je me suis engagé au Club 25. Tout simplement, un jour, je suis allé au CHR et j'ai vu effectivement des gens en tout cas, qui souffraient d'un manque de sang. Et immédiatement, en tout cas, j'ai eu pitié à ces gens-là et ce qui m'a motivé en tout cas à adhérer au Club 25. C'est un concept qui a été recommandé par l'OMS pour fidéliser les donneurs de sang en vue de pallier au manque de sang dans nos hôpitaux. Et comme nous sommes de la société civile et nous avons opté pour la promotion du sang pour nos malades, nous avons pris à bras le corps depuis 2008 les installations de ces clubs 25. Et c'est ce qui nous conduit dans la région du Centre-Nord depuis hier pour les activités de promotion du don de sang. Cette cérémonie au lycée provincial de Kaya marque le lancement officiel des activités de 4 clubs 25. Ils viennent ainsi d'être installés et reçoivent les premiers soutiens des parrains pour agir auprès de leurs camarades élèves. Nous ne pouvons que saluer une telle action de l'association SOS Don de Sang qui a choisi le terrain de la jeunesse, puisque les établissements secondaires, le club 25, entre 17 et 25 ans, donner 25 fois son sang, c'est vraiment les gens qui sont dans la fleur de l'âge, comme on dit, et qui sont au summum donc, de leur potentiel humain, et savoir les mobiliser pour qu'ils puissent, comme on l'a vu ce matin, donner leur sang. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer à sa juste valeur. Ces clubs de Kaya portent à 48 le nombre de clubs 25 des lycées à travers le Burkina Faso. L'association SOS 100 avec ses clubs a pu mettre à la disposition du Centre national de transfusion sanguine environ 56 000 poches de sang depuis 2008. La prochaine édition du concours Miss Burkina promet une belle soirée aux téléspectateurs avec des prestations d'artistes d'ici et d'ailleurs. Le programme de la 11e édition de ce concours de beauté a été déroulé à la presse par le comité d'organisation. C'était en présence de Rama Toziga, Tanga Kafando.
La délégation générale du concours Miss Université s'attelle à honorer le rendez-vous de cette compétition prévue pour se tenir le 1er juin prochain. Face à la presse, ce vendredi 3 mai 2013, Honoré Bambara et son équipe dévoilent les grandes articulations de la soirée. Une soirée au cours de laquelle 18 candidates issues des universités, écoles et instituts supérieurs du Burkina devront rivaliser de beauté mais aussi d'intelligence pour mériter le diadème. La direction artistique qui fait venir l'artiste qui va venir accompagner ces artistes frères du Burkina Faso. Aussi, il y a un accent particulier qui sera mis sur la restauration. Initié en 2003, ce concours est à sa 11e édition et pour les promoteurs, de grands acquis ont été engrangés. Nous avons capitalisé en termes d'organisation. En termes d'organisation pour gérer la direction artistique d'un événement. En termes de mobilisation de fonds, vous savez qu'avoir la crédibilité d'un partenaire pendant 10 ans, Flisco nous accompagne. Pendant 5 ans, les partenaires qui sont restés avec nous. Donc déjà, nous pensons que nous avons capitalisé en termes d'organisation et nous avons capitalisé en termes de confiance des partenaires. Fort de ces 10 ans d'expérience, Honoré Bambara ouvre désormais la compétition à un plus large public. À partir de l'année prochaine, Miss Université devient désormais Miss du Faso. D'ores et déjà, la Miss Université 2013 fera office de Miss du Faso en 2014. Hors de chez nous, en Tanzanie, à Arusha, l'inauguration d'une église tourne au drame ce dimanche 5 mai. Une bombe a explosé en pleine cérémonie. Un bilan fait état de 2 morts et d'une soixantaine de blessés. 24 heures après, l'attentat n'a toujours pas été revendiqué. Retour chez nous pour un mot de sport pour terminer. La Coupe de l'Espoir en football reprend du service dans la province du Yatenga hier dimanche au stade municipal de Waiguya. Bourema Badini, promoteur de la Coupe, a procédé au lancement de la 19e édition de ce rendez-vous sportif. Donc, un match d'ouverture, le secteur 2 a dominé le secteur 12 par le score de 4 buts à 1. Roger Cam et Victorien Marienne. Le coup d'envoi solennel de la Coupe de l'Espoir, 19e édition, a été donné hier dimanche au stade municipal de Waiguya. La compétition intersecteur mettra aux prises 14 équipes contre 10 pour celles intercommunes de la province. De la commune rurale au secteur de la ville de Waiguya, il est attendu de chaudes empoignades dans la fraternité et le fair play. Tous les intervenants à la cérémonie inaugurale de la 19e édition de la Coupe de l'Espoir sont tous d'avis que cette initiative de l'honorable député à l'Assemblée nationale, Bourema Badini, au-delà de la promotion du foot dans la contrée, est devenue au fil des éditions un savoir-faire pour un savoir-être dans un creuset du donner et du recevoir entre fils et filles du Yatenga. Du football, du cyclisme, de la boxe, et des activités socio-culturelles, la Coupe de l'Espoir est un tout qui fait la fierté du Yatenga. Le match d'ouverture qui a mis aux prises le secteur 2 en maillot jaune clair, au bleu clair du secteur 12 a été de belle facture car les deux équipes ont su tenir en haleine les officiels et le public 80 minutes durant. Après plusieurs gâchis et un premier but à l'actif du secteur 12, moins en vue dans la partie, le secteur 2, piqué dans son propre amour, est monté en puissance et se fut le déluge. En réussissant un triplé, le capitaine du secteur 2, Mamadi Saguin, a été le bourreau du secteur 12, battu finalement 4-1. Je suis vraiment très content, très comblé par le match de ce soir. Je crois que c'est le match de coupe que nous avons vu. Et je pense que la Coupe de l'Espoir a atteint le stade de la maturité. Avoir au match inaugural une prestation de belle facture, je pense que ça augure que toute la compétition sera en tout cas très enlevée. 19 ans, ce n'est quand même pas 19 jours. Et je pense que nous devons actuellement voir dans quelle mesure consolider non seulement les acquis, mais avoir aussi des perspectives. La seule perspective qui vaille aujourd'hui, c'est que nous puissions construire une vraie relève. Non seulement pour l'usine, mais aussi pour la Coupe de l'Espoir. Tous les ingrédients sont réunis pour faire la 19e édition de la Coupe de l'Espoir, intercommune et intersecteur, le tournoi de la maturité dans le jeu et l'organisation aussi.
Les finales sont annoncées pour le 29 juin à Cayenne et le 6 juillet à Waïville. Voilà pour cette édition de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes sur la télévision de Burkina. Au revoir.